table ronde consacrée, vous pouvez le lire, au changement climatique et qui donne la parole à ceux qui sont en prise avec la réalité de ce changement au quotidien, à savoir les acteurs du monde agricole. Quel levier pour assurer la viabilité économique et sociale, quel levier, c'est là on a vraiment besoin d'avoir une solution. Et pour cette table ronde, on va recevoir Audrey Tinarelli, elle est responsable production et développement des paysans de Rougeline. Audrey, vous pouvez venir me rejoindre. Nathalie Roussy, elle est vigneronne et présidente des vignerons de Buzet. Venez. Irène Carrasco, agricultrice, arboricultrice en bio et présidente d'AgroBio 47. Et enfin Patrice Jeanquier, il est président du Crédit Agricole Aquitaine et par ailleurs pépiniériste viticole. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors tiens, on va commencer avec vous, Irène Carrasco. On parlait tout à l'heure à la pause méridienne, mais bon, à la table ronde, on va revenir un peu les pieds sur terre, les pieds dans la glaise, ancrés dans le réel. Quel regard vous portez sur tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez entendu? Je crois que vous avez un micro juste derrière vous. Oui, voilà, vous êtes assis dessus. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Mais écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on reste quand même super positif parce que par rapport à ce que j'ai entendu, je me dis qu'on va avoir beaucoup de mal à convaincre des jeunes à s'installer comme paysans, alors que c'est un métier qui a du sens et c'est un métier très enrichissant. Donc je pense que on va continuer à vivre, et vivre, c'est agir et combattre. Voilà ce que je pense après avoir écouté tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Alors c'est presque un mot de conclusion que vous faites là. Alors, plutôt sur l'introduction. Donc après le constat sur nos fermes, je pense que en tout cas chez les bio, ils l'ont tous fait. Un changement de saison, des hivers plus doux, des pluies intempestives, des sécheresses pendant 4-5 jours à 44 degrés, enfin bon voilà, on l'a tous constaté. Maintenant on a tous dans nos fermes, en fonction de notre production, on réfléchit et on trouve à mettre en place des solutions sans doute au départ à court terme et peut-être après des solutions à long terme. Nathalie Roussy, donc vous êtes vigneronne, vous êtes présidente des vignerons de Buzet. Le micro il est pour vous. Lors de notre préparation de cette table ronde, au téléphone, vous me disiez que le problème essentiel c'est celui du déni en fait face au changement climatique, déni de vos camarades agriculteurs, qui pour certains relativisent, on va dire, la chose. Non, bon, hier en été, il a déjà fait chaud, hier il a déjà fait froid, il a déjà plu beaucoup, c'est pas nouveau. Alors, effectivement, ça peut vous paraître bizarre, parce que là vous êtes tous des professionnels qui êtes conscients de ce qui nous arrive, mais quand on se retrouve sur nos exploitations, et qu'on a affaire à un groupe, moi je m'occupe de la case d'hiver de Buzet, des vignerons, on va dire, voilà. Ça fait depuis 2017 qu'on subit des aléas à répétition. Mais par contre, alors, 99% de mes collègues n'ont pas compris ce qui se passe. Ça va aller mieux, ça va mieux. Il faut comprendre que les choses ne vont pas forcément aller dans le bon sens, même s'il y a des solutions. Il ne faut pas être pessimiste toujours, comme disait Irène, mais quand même, il faut être au courant de ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où on est au courant de ce qui se passe, on peut peut-être réagir. Mais quand on est dans le déni ou qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas entendre, et on n'agit pas et on ne prend pas les bonnes décisions. Moi, je me trouve dans cette situation-là, dans une structure qui est donc la vigne, la viticulture, le vin, qui connaît donc une crise structurelle, on va dire qu'on n'a jamais connue depuis les années après-guerre. Et quand on a en plus le public qui ne comprend pas ce qui se passe, je vous assure que c'est pas facile à se projeter. Voilà, donc ça je voulais quand même que vous en preniez conscience parce que ça c'est la réalité du terrain. Forcément, je pense que dans la culture biologique, c'est pas la même peut-être sensibilité. Chez nous, on est peut-être un peu plus à le conventionnel. Nous étions beaucoup à bio,
Mais bon, vu le marché, pas économiquement parlant, c'était compliqué pour beaucoup de continuer en bio. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Les gens n'ont pas compris ce qui allait se passer. Comment voulez-vous réagir quand on ne sait pas ce qui va se passer? Ça, c'est mon vrai problème. Je pense que je ne sois pas la seule à connaître ces problématiques quand on est vraiment dans l'agriculture. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aident pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors peut-être que parmi vous, il y aura peut-être personnes qui pourront venir m'éclairer et éclairer les vignerons. Merci. Gardez le micro. Audrey Tinarelli, vous, quel regard vous portez sur ce que vous avez entendu tout au long de cette journée, depuis ce matin? Oui, bon, du coup, pour donner un peu de contexte, donc les paysans de Rougeline, juste rapidement, nous, en fait, on est producteurs de fruits et légumes frais, donc on va faire des tomates, des fraises, du concombre, des légumes ratatouille, mais sous abri. Donc ça veut dire que nous, on va être moins impactés sur ce qu'on évoquait ce matin, notamment les épisodes de gel, d'orage, de grêle ou autres. Malgré tout, on est quand même impacté sous nos abris par le changement climatique, notamment vis-à-vis des épisodes de canicule qu'on a rencontrés en 2022 et en 2025. Nous, concrètement, les effets, on les voit aussi. Donc, ça va être sur la qualité de noison, de pollinisation. On va avoir des vagues de production qui vont affecter l'organisation du producteur, sur la main-d'œuvre aussi, les conditions de travail de la main-d'œuvre. Nous, aujourd'hui, donc je rejoins, on a des difficultés à faire passer ces messages aux producteurs. Et par rapport à ce qui a été présenté ce matin, en fait, la difficulté, c'est qu'on travaille énormément et on communique énormément sur des tendances. Et je pense qu'on aurait besoin, à terme, d'avoir, en fait, de simuler peut-être une année type d'ici 10 à 15 ans, sans vouloir aller chercher trop loin. Parce que je pense que si on travaille sur des années, des tendances à 2080 ou 2100, on perd notre public. Et donc de travailler ces simulations-là, que nous, on puisse dire aux producteurs, ben voilà, à terme, d'ici 10 à 15 ans, ben potentiellement, vous allez perdre X% de votre production et donner des chiffres un peu des pertes économiques pour pouvoir un peu plus sensibiliser le producteur. Donc là, je le dis pour nos filières, mais je pense que ça peut s'appliquer peut-être à d'autres cultures. Et c'est là où on a besoin quand même de vos compétences, parce que c'est vrai qu'on est agronome, pas météorologue, et c'est difficile de s'approprier ces données-là, même s'il y a des choses qui ont quand même été présentées cet après-midi. On se rend compte qu'on peut aller chercher la donnée, mais c'est comment on la traite et on la vulgarise. C'est surtout ça, voilà, vulgariser vraiment cette information. C'est vrai que c'est ce qu'on a mesuré quand même un petit peu aujourd'hui, des éléments très techniques, des études poussées, des diagnostics et tout ça, mais entre ça et la réalité du terrain, il y a un gap. Ensuite, quel levier on propose, quels outils on propose aux paysans pour qu'ils s'en saisissent et qui permettent de s'adapter à tout ça. Patrice Jontier, vous avez ce double casquette, pépiniériste viticole et président du Crédit Agricole d'Aquitaine. Vous aussi, quel regard vous portez sur ce que vous avez entendu, ou quel des deux côtés un petit peu? Alors déjà, pour reprendre ce que disait Nathalie aussi, c'est vrai que la conscience des producteurs, elle est pas forcément évidente. C'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens sur les évolutions climatiques qu'on va subir et surtout les conséquences qu'il y a sur leur production. Donc c'est un vrai sujet de conviction. Après, dans la viticulture, il y a tout. Alors je vais commencer par le côté viticole, après on parlera. Dans la viticulture, il y a quand même une recherche qui réfléchit sur ces sujets-là, mais au niveau de la viticulture elle-même, la prise de conscience est pas forcément très évidente. Mais pourtant, il y a des solutions quand même d'adaptation, puisque il y a deux principaux problèmes au niveau de la viticulture. Le problème des températures excessives et le problème de la sécheresse. C'est deux problèmes qu'on met des fois ensemble, mais qui sont un peu différents à traiter. Il y a des solutions d'adaptation en termes de porte-greffe, en termes de capacité à compléter l'alimentation en eau par de l'irrigation. Ça, c'est pour la partie sécheresse. Et pour la partie adaptation au climat, il y a des solutions variétales. On arrive à faire de la vigne bien plus au sud que l'Aquitaine, avec des cépages qui sont adaptés à la chaleur. Il y a d'autres techniques maintenant, potentiellement, qui peuvent permettre de réduire l'exposition à l'ensoleillement. Et donc, avec tout ça, on doit pouvoir adapter. Le problème, c'est réussir à faire une conversion dans une filière qui est en crise, parce que s'adapter, ça coûte. Et quand on est, comme la viticulture, dans un secteur très en crise, c'est un peu compliqué de réfléchir et de mettre en œuvre son adaptation, quoi. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Et sur le volet bancaire, du coup, puisque le Crédit Agricole accompagne les agriculteurs,
Alors, bien sûr, bien sûr pas. puisque c'est son but au niveau de... Non, évidemment. Ouais, non, mais en plus, ouais, c'est son métier. S'il le fait pas, il fait rien. Donc là, par rapport aux questions climatiques, en fait, la réflexion du Crédit Agricole, elle se fait sur deux volets, puisque le Crédit Agricole est à la fois banque et assureur. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de garantir au maximum une visibilité sur les revenus à venir. Parce que le plus grand risque de l'agriculture actuellement, c'est la variabilité des revenus avec des engagements financiers qui sont de plus en plus importants selon les modes de production, mais qui font que les marges sont faibles, la variabilité des revenus devient importante, en particulier en raison des événements climatiques, et donc l'incertitude fait que ça devient pratiquement impossible de produire. Et donc pour sécuriser le revenu des agriculteurs, en fait, alors le Crédit Agricole a participé à cette réflexion, c'est un des éléments qui a participé. On a divisé en gros l'incertitude de revenus de l'agriculteur en trois niveaux. Un niveau faible, les variations annuelles qu'il peut y avoir et qui peuvent impacter un peu le revenu de l'agriculteur. Ça, c'est plutôt un volet bancaire avec, pour ceux qui le peuvent, un peu d'épargne de précaution. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Ensuite, un deuxième volet qui est un volet assurantiel qui va garantir sur les événements de moyenne importance. Et puis après, il y a les gros événements vraiment forts, et là, c'est la solidarité nationale qui prend en charge. Et donc ça, c'est la réforme de l'assurance climatique qui a été faite en 2023 et qui est en train de se mettre en place et qui permet de garantir un peu mieux les revenus des agriculteurs. Donc sur la partie assurantielle, en fait, là, c'est des assureurs privés qui assurent, on va dire, entre les pertes de 20 à 50%. Et c'est un volet qui est aidé par l'État, puisque le coût est très très élevé en fait de cette assurance, et l'État prend en charge 70% de cette assurance pour les gens qui bien sûr la souscrivent. Et donc ça, c'est un élément de garantie du revenu de l'agriculteur. Et après, au-delà, normalement, c'est la solidarité nationale qui prend en charge. Alors, le problème de ce système, c'est que petit à petit, on voit que les événements climatiques et les dégâts qui en résultent sont de plus en plus importants. Et donc, l'équilibre financier de ce système est en permanence en train d'essayer d'évoluer, surtout que la partie volet sécurité, solidarité nationale et contribution de l'État sur l'assurance est toujours soumise au budget de l'État, et que vous savez que le budget de l'État, c'est un sujet récurrent et compliqué. Irène Carrasco, vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous constatiez déjà chez vous et vos collègues, ce que vous constatez chez vous et les solutions que vous mettez en place. Alors, dites-nous très concrètement, vous par exemple, dans votre exploitation, qu'est-ce que vous constatez comme conséquence du changement climatique, du réchauffement climatique, et qu'est-ce que vous avez mis en place comme solution là, vous-même sur le terrain, très pratiquement? Le constat, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des hivers plus doux, des pluies intempestives, du stress. Ça se traduit comment sur Alors sur vos arbres? ça se traduit, les pluies intensives, on a eu de l'asphyxie racinaire. Ensuite, le stress hydrique, l'arbre se bloque et puis le fruit ne continue pas à mûrir et puis il tombe. Là, on est confronté, comme tout le monde, peut-être plus en bio, je ne sais pas, qu'en conventionnel, parce que déjà on n'a aucun traitement phytosanitaire de synthèse. Déjà, on n'a pas d'engrais azotés. On a un système qui est totalement différent. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que les agriculteurs et les agricultrices qui sont en bio aujourd'hui, ils ont déjà, certaines philosophies entre guillemets de la vie. Ils ont déjà diminué leur rendement. Ils ont déjà changé complètement leur façon de faire. Et donc, je pense qu'ils vont être leur problématique, pour nous, ça sera davantage un problème économique
compte tenu des baisses de rendement et compte tenu que le consommateur continue à acheter des produits ultra transformés, la malbouffe et tout ce qu'on peut dire. Et donc, si le consommateur, à un moment donné, il change pas sa façon de vivre aussi, en fait, je pense que c'est tout simplement un changement, entre guillemets, un peu de société, quoi. Arrêter d'être toujours dans la surconsommation, acheter, jeter, enfin. Et là, si ça change pas, au niveau des bio, il y a un problème économique qu'il faudra régler puisque les aides ont diminué. Là, c'est plutôt sur ce volet-là qu'on devra insister. Et sur les solutions que vous avez Alors, mises en place moi, les solutions que j'ai mis en place sur mon verger, parce que je suis en arbo, hein, donc voilà. J'ai arrêté de broyer beaucoup plus souvent. J'ai laissé pousser l'herbe entre les rangs et puis après pour broyer juste avant la récolte et faire un mulch. J'ai retravaillé un petit peu sous la couronne pour éviter l'enherbement mais alors pas profond, hein, voilà, pour aérer et puis la concurrence avec l'herbe. Après, j'ai des haies tout autour de mes vergers. Il y a aussi des bandes fleuries. J'ai mis du BRF sur des jeunes arbres. Le BRF, c'est le bois raméral fragmenté, c'est-à-dire ce sont des copeaux de bois vivants qu'on peut déposer. Ça évite la concurrence de l'herbe. Après, il faut faire attention avec la fin d'azote. Bon, enfin, on a quand même on a des solutions, en tout cas à court terme, pour essayer de combattre ce qui nous arrive. Ça, c'est une solution que vous avez trouvée vous-même, ou vous avez utilisé, vous avez lu, vous êtes renseigné Je pense qu'aujourd'hui, avec les groupements d'agriculteurs biologiques, quand vous cherchez des informations, on vous accompagne et on peut vous apporter tout l'accompagnement nécessaire. On a parlé, Nathalie Roussy, tout à l'heure, Patrice Gentier parlait des nouveaux cépages, peut-être. Qu'est-ce que vous faites abuser? Vous allez travailler différemment? Vous faites quoi? Alors vous, perso, mais aussi chez les vignerons. Est-ce qu'ils comprennent qu'il faut changer les choses, du coup? Donc après, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est notre vignoble vieillissant, de toute façon. L'idée, c'est de rajeunir et avec des cépages différents, comme le disait Patrice. Donc on a besoin de blanc abusé parce que la consommation du vin se traduit aujourd'hui par une hausse de la consommation de blanc, tout en restant dans des proportions raisonnables, mais c'est s'adapter avec des porte-greffes différents, avec aussi au départ des codes différents et essayer aussi peut-être de déplacer un peu le vignoble, les zones de coteaux graveleux asséchants, essayer peut-être de planter sur des sols beaucoup plus profonds, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que la vigne, je voudrais préciser, je pense que c'est la plante, la culture qui subit aujourd'hui le plus de stress toute l'année, parce qu'elle n'a aucune protection. On n'a pas par exemple, contre la grêle, de filet par grêle. Nous n'avons pas, pour le moment, en AOC, c'est difficile d'arroser. Souvent, les vignes sont implantées dans des zones non irrigables. Nous n'avons pas d'arrosage, je disais, gel. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire que la vigne a subi toute l'année des agressions qui affaiblissent pas mal aussi le. C'est nouveau, ça? Ça fait depuis 2017. Les courbes sont flagrantes. Depuis 2017, il y a quelque chose tous les ans. Donc la plante commence quand même à s'affaiblir. On était sur des porte-greffes beaucoup plus il y a 15 ans de ça, 30 ans de ça, on avait des rendements qui se situaient à peu près à 60 hectos avec des porte-greffes qui permettaient à ce moment-là d'arriver à des rendements de ce type-là. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on subit, nous voyons que les plantes ont besoin d'avoir déjà au niveau du départ de sel, quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique. Donc on est obligé de changer carrément notre matériel végétal. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Et après, c'est des zones de plantation. Il va falloir qu'on puisse un peu irriguer. Donc la ville ne demande pas beaucoup d'eau, mais elle demande de l'eau de temps en temps. Et si on y apportait un petit peu d'eau, je pense que ça nous permettrait de résister un peu mieux. Mais quand même,
On a remarqué l'année dernière que ce n'était pas forcément le manque d'eau qui nous a pénalisé, ça a été les excès de température. Et les excès de température, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Alors il y a des solutions de laisser dessiner moins les vignes, d'avoir des pots retombants pour préserver les raisins. Parce que ce fait de trop de chaleur, ben, la vigne, ben, elle se met en SOS d'urgence, et elle va se sauver, et elle va laisser tomber le fruit. Donc le fruit va se dessécher. Mais ça, c'est pas lié à un manque d'eau, ça. Ça, c'est lié à un excès de température. Enfin, vous le savez forcément aussi bien que moi. Donc on a aussi ces problèmes-là. Donc il faut changer aussi la façon dont on cultive la vigne. Et on a le problème qu'il va falloir évoluer aussi au niveau des cahiers des charges, des appellations qui nous restreignent à beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de travail qu'il va falloir faire vite en urgence. On est tous conscients qu'il va falloir faire évoluer tout cela. Et c'est un travail de très longue haleine parce que c'est des dossiers qui sont très lourds à gérer. Et ça, il faut que la profession ça l'accapare, etc. Vous avez évoqué la question de l'eau. La question de l'eau, elle est centrale. On en a parlé ce matin, aussi bien dans la préservation du gel que pour évidemment rafraîchir l'été. D'ailleurs, cette question, Audrey Tinarelli, je crois que chez les paysans de Rougeline, il y a un gros travail, une grosse réflexion qui est faite autour de l'utilisation, voire même de la réutilisation de l'eau. Ouais, du coup, juste pour rebondir quand même sur les solutions qui sont mises en place, c'est vrai que nous, la facilité qu'on a, c'est la possibilité d'avoir des équipements dans nos abris. Donc, par exemple, des écrans thermiques, pour vous donner des exemples. On va faire circuler de l'eau aussi pour vous schématiser, en fait, c'est des cartons qui sont à bord des serres, tout simplement, dans lesquels on va faire circuler de l'air et ça va permettre de rafraîchir les abris. C'est des choses, en effet, qui peuvent pas être mises en place en extérieur. Et par rapport pour faire le lien avec cette notion d'eau, nous, le constat qu'on fait, c'est que notre manière aujourd'hui de pallier au changement climatique, c'est de chercher à rafraîchir. Comme vous le disiez, nous aussi, nos cultures sont sensibles à ces hausses de température. Et pour rafraîchir ces serres, à terme, il nous faudra de l'eau. Alors, le constat qu'on fait, je vous l'ai pas dit, mais donc, Rougeline, on est, le siège est basé à Marmande, mais on travaille avec des producteurs qui sont sur tout le bassin sud et notamment à Perpignan. Et en 2022, quand il y a eu la sécheresse, la décision qui a été prise et qui est prise souvent dans de nombreuses communes, c'est qu'au moment où on n'a plus d'eau, on restreint les consommations, que ce soit pour le milieu agricole ou pour toute autre structure, à une période de l'année où en fait c'est le moment où on en a le plus besoin. Donc nous, l'enjeu aujourd'hui, donc bon, on recycle, oui, je réponds pas vraiment à la question, mais c'est vrai qu'on recycle l'eau, ce qui nous permet de diminuer notre consommation en eau. On déploie sur plusieurs sites de production des bassins de récupération des eaux de pluie. Mais dans tous les cas, on a quand même conscience qu'à terme, on va manquer d'eau. Et voilà. Et c'est vrai que le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est des investissements lourds et on est parfois en décalage avec les politiques administratives. Voilà. Estimez que les politiques, on en parlait des AOP, des cahiers des charges à remplir pour coller à la OP ou à l'AOP. Donc c'est une politique publique. Là aussi, c'est une politique publique qui, pour le coup, n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Ça vous dit. Voilà, l'investissement aussi qui est lourd, qui doit être porté par les producteurs. Et c'est de se dire, on en parlait avec Monsieur Berthoumieux, c'est que à terme, est-ce que vraiment l'avis des instances politiques sur cette disponibilité en eau sur l'été va évoluer? C'est la crainte qu'on a. La restriction, c'est aussi que les nappes sont faibles. Voilà. Donc, mais du coup, je pense qu'il y a donc il y a des notions, je pense, on a évoqué la notion de bassin d'infiltration qui aujourd'hui est méconnue, en tout cas chez nous, je sais pas si peut-être sur les autres cultures, mais qui est méconnue du monde agricole. Donc c'est avoir des politiques fortes qui incitent les producteurs peut-être à travailler ces bassins d'infiltration, à avoir un stockage aussi qui est raisonné et adapté à leurs besoins, mais là-dessus on manque réellement d'éléments aujourd'hui, financiers et techniques. Patrice Gentier, vous sur ces solutions, est-ce que vous en avez appliqué, vous, chez vous, ou vous n'en avez pas encore ressenti le besoin en tant que pépiniériste viticole, là je vous parle? Alors sur les solutions techniques en termes de culture, pas spécifiquement parce que on n'a pas d'impact direct. La partie culture de plantes se fait en dehors des périodes de gelée. Si c'est en été, c'est des cultures irriguées sur lesquelles on n'a pas de soucis actuellement dans la vallée du Lot en approvisionnement en eau.
souhaitons que ça dure. Et donc, et pour les horticultures sous serre, on est comme l'a dit ma voisine, on utilise des écrans thermiques, de l'ombrage, etc. Donc, pour l'instant, l'adaptation elle est possible. Après, l'avenir risque d'être certainement plus compliqué. Voilà, j'ai pas. Nous, notre adaptation, c'est plutôt en termes de proposition de cépages et de propositions de porte-greffes. Tout à l'heure, ça a été dit, les porte-greffes qui abusaient, produisaient suffisamment il y a 25 ans. Maintenant, ils font avec même sans accident particulier climatique, ils font 60% du rendement qu'ils faisaient à l'époque. Donc, avec 40% de rendement en moins, on perd toute capacité économique à survivre. Donc. Et donc, cépage, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, pour Garonne, on fait Mourvèdre, Carignan, Grenache, Syrah. Et non, parce que c'est pas aussi simple. Voilà. Non, je sais pas si je rentre dans les détails. Il y a deux éléments, ça a été dit. Donc, il y a l'élément résistance à la sécheresse. Là, par contre, oui, on utilise des porte-greffes de plus en plus qui sont issus du milieu méditerranéen, ou des porte-greffes beaucoup plus vigoureux qui peuvent s'en sortir même quand les conditions sont plus difficiles. Sachant que les porte-greffes méditerranéens, par contre, n'aiment pas l'humidité d'hiver, et on a entendu qu'il y avait des moments où il y avait des gros apports d'eau et qui pouvaient être décalés justement sur les périodes hivernales, et là ça peut souffrir. Donc ça c'est pour la partie. Et après on a une variabilité génétique dans les variétés qu'on utilise actuellement qui fait qu'il y a des sélections qui ont été axées à une époque sur on manquait il y a 30 ans, 40 ans, il y avait d'énormes quantité de camions de sucre betteravier qui arrivaient au moment des vendanges pour enrichir les mous qui étaient produits chez nous, parce que régulièrement on faisait des mous à 10 degrés et demi, 11 degrés et demi. Maintenant les mous font 14. Et donc à l'époque la recherche viticole avait développé des sélections génétiques qui portaient beaucoup plus de sucre et qui en corollaire avaient des productions qui étaient un peu moindres. Là maintenant, ça va plus parce que la production devient tellement moindre, le sucre tellement important qu'on est en dehors du marché. Et d'autant plus que les gens veulent de moins en moins des vins très alcoolisés. Donc on a quand même un réservoir génétique qui permet, pour des variétés existantes, des merlots, des sauvignons blancs, des choses comme ça, d'avoir des sélections qui ont été conservées heureusement, qui ont un potentiel de production supérieur et un potentiel de sucre inférieur. Donc ça, c'est des premières adaptations. Et après, on commence à planter en effet des cépages issus du sud. À Bordeaux, il y a des cépages qui sont en essai, qui peuvent rentrer même dans un certain pourcentage dans les vins, et qui sont pour certains des cépages méditerranéens ou des cépages portugais, et donc qui ont pour anticiper cette nécessité d'adaptation. Nathalie aussi, vous vouliez réagir, ce que vous me demandez. Oui, là on parle de matériel végétal, mais il faudrait parler aussi de sol. Parce que nous on constate quand même que le sol, vous savez, le taux de matière organique aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on élève le taux de matière organique pour essayer déjà de capter, capter tout ce qui est, on va dire, garder de l'eau dans le sol. Voilà, ça, je pense que c'est un travail aussi qui permettra, si on a un bon équilibre au niveau de nos sols, qu'on a donc un support végétal qui est adapté, ce sont des solutions qui vont peut-être pouvoir nous aider à faire que la plante souffrira moins en été. Des sols aussi qui doivent être pour la plupart couverts, parce que quand vous avez 60 degrés au sol, qui est complètement, on va dire, découvert ou travaillé, je ne pense pas que ce soit quand même quelque chose de très bénéfique pour la plante. Ça apporte beaucoup de matière organique, comme les graines, mais toute l'année. Et aujourd'hui, on a des taux de matière organique de 4%, c'est quand même assez important. Et on voit que la vie, l'été, elle souffre beaucoup moins, quoi. Donc il y a quand même des solutions, mais ça demande une révolution intellectuelle. Aujourd'hui, on avait l'habitude, j'ai travaillé comme ça, pendant des années, d'avoir des vignes, ce sont encore pour certaines des jardins anglais. Les vignes, c'était des bonsaïs, ce sont encore des bonsaïs. On taille, on rogne, même quand il fait 40 degrés, on rogne, tout ça. Donc, coup de soleil, les graines se grillent, etc. Ça, je pense que là aussi, il y a un travail aussi de fond sur le fait qu'on a appris de nos anciens, de nos aînés, que ça doit être comme ça et qu'autrement, il va falloir changer aussi sur la façon dont on travaille donc la vigne,
Même si c'est peut-être moins joli, mais derrière le raisin est quand même beaucoup mieux, quoi. Et le vin aussi. Donc il y a aussi tout ce travail de fond qui nous a, notre héritage, nos traditions, qu'il va falloir bouleverser. Parce que c'est nécessaire pour résister à ce qui nous attend. Mais là, c'est intellectuellement difficile. Il faut faire un reset. On va imaginer ce que ça veut dire un reset. Mais ça marche, parce qu'on le fait chez nous. Irène Carrasco, vous avez assisté à l'intégralité de cette journée avec tous ces experts, ces agrométéorologues. Vous attendez quoi d'eux? Qu'est-ce que vous leur diriez là? Vous les avez tous devant vous, vous les avez entendus toute la journée. Irène, Nathalie, Avant, je voudrais revenir sur la recherche génétique, parce qu'en arbo, c'est aussi sur le long terme, c'est vers là qu'il faut qu'on aille, et donc on travaille avec le DAB, et puis Invenio, INRAE, pour mettre en place chez les paysans et paysannes des variétés plus résistantes, et on va faire des expérimentations pour essayer de déterminer, particulièrement en pommes, aussi en prunes et dans d'autres variétés, voilà, une recherche qui va être, évidemment, c'est sur le long terme, mais je pense que c'est un travail vraiment très important pour la suite, quoi. Alors, qu'est-ce que j'attends par rapport à... Oui, qu'est-ce que vous avez écouté leurs travaux? Qu'est-ce que vous attendez d'eux maintenant? Parlez-moi. Ce que j'en ai retiré depuis ce matin. Donc, des prévisions météo qui devraient peut-être s'améliorer. Donc, beaucoup de recherches. L'IA qui n'est pas encore... bon, elle arrive un peu dans nos fermes, mais de très loin quand même. Après, au niveau de l'idole pour l'élevage, bon, ben, en conclusion, j'ai trouvé que ce qu'on nous disait, c'était vraiment qu'on mette les animaux à l'abri, qu'on leur donne de l'eau, qu'on les mette dans des bâtiments aérés, enfin tout ça, ça me paraît du bon sens paysan. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, sans vouloir refaire un marche. Voilà, donc, et après, je me dis de toute façon que tout ce qui peut être fait aujourd'hui sur ce qui nous attend demain, c'est bien, mais que c'est pas en attendant ce qui va nous arriver dans, j'en sais rien, 2030, 2050. Il faut commencer d'ores et déjà à mettre en place des actions pour continuer à vivre sur les fermes et surtout à continuer à installer de nouveaux agriculteurs. Sinon l'agriculture française, elle va disparaître. Oui, alors effectivement, c'est vaste d'installer de nouveaux agriculteurs dans le contexte actuel. C'est sûr que c'est... après, il y a la question du revenu, etc. On ne va pas faire ce débat-là, mais il est central. Mais bon, il est central dans tous les cas. Mais sur la question des outils, peut-être Audrey, vous attendiez, vous auriez besoin de quoi comme outil, vous par exemple, aux paysans de Roger, qui vraiment vous changerait la vie et faciliterait les choses, si on met de côté les politiques publiques vous permettant d'utiliser l'eau l'été? Comment dire ça? Moi, je pense que quand même, on a besoin du lien entre le météorologue et l'agronome. C'est-à-dire que je pense pas aujourd'hui qu'il y ait des structures, enfin, notamment sur le maraîchage et la culture, nos cultures, en tout cas, tomates, fraises, concombres, qui sont des cultures très spécifiques et peu représentées en France. Donc, nous, la compétence sur quel est l'impact aujourd'hui des données météo à l'extérieur et dans nos abris sur nos cultures, on l'a. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est dans les éléments qui nous ont été présentés ce matin, d'avoir des données type, une année type à 10-20 ans, qu'on puisse corréler avec nos conditions sous abri et chiffrer les impacts sur la culture. Je sais pas si je suis claire, mais donc nous c'est ce premier point-là, c'est d'aller plus finement dans la donnée. Et pour ça on a besoin de météorologues parce qu'on n'a pas du tout cette compétence-là. Après, si des structures, des entités sont en capacité de le faire pour nos cultures et pour le maraîchage, alors là, avec grand plaisir, hein, bien évidemment. Mais on sent qu'en tout cas, il va falloir quand même qu'on mette la main à la pâte. Et juste le deuxième volet sur la partie météorologique que nous, on identifie, c'est aujourd'hui la pression vis-à-vis des ravageurs, elle est importante.
elle va s'accentuer dans les années à venir vis-à-vis du réchauffement climatique. Et par rapport à ça, ce qui est pas trop fait dans nos filières, qui est plus maîtrisé peut-être par les filières arboricoles ou d'autres cultures, c'est le lien entre les conditions météo et le développement des bioagresseurs, ravageurs et maladies. Et là-dessus, on a commencé à initier des choses, mais je pense qu'on a vocation à travailler un peu plus ensemble sur les modèles prédictifs et le lien avec les pressions sanitaires. On l'a un petit peu évoqué aussi, je pense qu'il y a entre les chercheurs, les techniciens, les acteurs de terrain, vous que vous êtes, peut-être la Chambre d'agriculture, on l'a évoqué avec Stéphano qui est là-haut, hein, c'est ça. Les chambres d'agriculture aujourd'hui sont les relais dans les départements où on est travaillé. Non, pas vraiment, ça se passe pas comme ça, non, aucun commentaire, Irène peut-être, je sais pas. Nous, au niveau de l'agriculture bio, il y a un groupement de producteurs bio de 47 et donc vous gérez quoi? On se gère totalement, mais on est quand même en partenariat avec la Chambre quand on a besoin d'un technicien. Mais bon, nous on se gère totalement. Ouais, Stéphano, vous entendez qu'il faudrait un peu plus d'accompagnement par les chambres aussi. Je sais pas. Il faudrait un micro. Vous voulez un micro ou pas? C'est un vrai sujet? Là, non, pas pour la Chambre spécifiquement, mais là on traite d'un sujet, le lien entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le monde agricole, de manière générale, la communication, même entre nous. Nous, on anime une union, de 6 coopératives. C'est le collectif qui nous fait avancer, mais déjà on essaye de communiquer entre nous, mais ce lien avec le fondamental, je sais pas aujourd'hui comment vous le travaillez. Cette journée en est un exemple, ça nous permet de créer ce lien. Mais à l'avenir, je ne sais pas comment on va pouvoir... Mais c'est vrai que ça l'a mis en lumière. Moi, je l'ai ressenti, je suis un petit peu extérieur aussi. On avait des formules mathématiques ce matin, des trucs, c'est haut niveau, quoi. Et ensuite, on imagine l'agriculteur dans son champ, il y a un fossé énorme entre ce que vous faites et l'application concrète sur le terrain, et qui peut être le levier d'intermédiaire. C'est un vrai problème parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, dans plein de structures, de recherche, l'Inopole, quelque chose d'agriculture. Mais le problème, c'est le lien entre tout ça qui ne se fait pas et qui ne ruisselle pas chez les professionnels qui sont les agriculteurs. On manque d'animateurs qui mettent tout ça en liaison et qui nous amènent les connaissances parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Mais il faut, je pense qu'il faudrait que tout le monde y ait le bas de données là, et qu'après ça ruisselle dans les départements. Quoi. Parce que sinon tout le monde travaille à vide, surtout les chercheurs, ils sont là, ils produisent de la donnée. Ça me manque, c'est bien. Donc Mickaël Pérez, chef de projet R&D à Vinovali, donc une coopérative comme les vignerons de Buzet. Moi j'avais une question pour les agrométéorologues qu'on avait aujourd'hui. Nous le gros problème, on parle de changement climatique, de prévision. Le gros problème qu'on a, c'est la prévision court terme, je dirais, à 3 jours, qui n'est même plus acceptable, je dirais, en agriculture. Là, si on ouvre tous sur notre appli météo, la prévision qui est prévue pour ce week-end, elle peut changer déjà demain. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, en fait, on ne peut pas adapter les traitements comme on aimerait le faire. Et est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés dans ce sens-là pour avoir une météo fiable, je dirais, à 3 jours? Alors, pour répondre à la question, comme chacun sait, la science météorologique est très compliquée et on le voit, c'est très complexe de pouvoir fournir des prévisions fiables. Je pense qu'on a tous conscience, vous avez tous conscience que le monde de la météorologie travaille intensément pour améliorer ses prévisions, que ça s'accompagne d'évolutions technologiques comme on a vu ce matin. Côté Météo France, on en a subi récemment, effectivement, il y a eu des soubresauts. On essaie continuellement d'améliorer les choses. Maintenant, effectivement, les prévisions parfaites, elles n'existent pas. On essaie aussi d'adapter, je dirais, les services et les produits que l'on fournit pour tenir compte au mieux des impacts et pas seulement faire de la prévision pour faire de la prévision. Et ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à évoluer. Maintenant. Est-ce que, dans ce que disait le monsieur, il y avait quand même le fait que avant c'était plus fiable. Est-ce que c'est possible que le changement climatique ou
que des choses aient changé et rendre votre travail plus compliqué aujourd'hui. C'est possible ça ou pas? C'est plus difficile aujourd'hui de faire des prévisions à 3 jours que ça ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans. Non, je pense pas. Je pense pas, honnêtement, que ce soit plus compliqué qu'avant. Je suis pas certain que l'on ait perdu en fiabilité ou en qualité des prévisions. Après, je suis persuadé que le public, les usagers attendent de plus en plus des prévisions. Et c'est normal quelque part. Hein. Bon, on œuvre pour améliorer cette prévision, mais malgré tout, je pense pas qu'on ait perdu en qualité, même s'il y a beaucoup plus d'attentes maintenant. Une certaine expérience de différents modèles, des modèles globaux, des modèles météo et autres. Moi, ce que je sais, c'est que depuis 20 ans, je prends uniquement les sorties d'un modèle pendant la nuit, des données de 0 à 1. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été plus performant. Et j'affirme que les sorties de modèles d'aujourd'hui sont bien meilleures qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est très rare aujourd'hui que du jour au lendemain, on apprenne que dans 3 jours, il va pleuvoir alors qu'il ne devait pas pleuvoir. Par contre, pour les vignerons, notamment le Médoc, partout, chaque fois, leur question c'est quand est-ce qu'il va pleuvoir et où? Et quand ce sont des pluies orageuses, qui sont au mois de mai et juin, et ça, on en a parlé un peu ce matin, c'est impossible à prévoir. Et donc je leur dis, regardez le radar, et regardez quelle est la trajectoire. Et ce qu'on nous a montré ce matin me plaît beaucoup, parce qu'on va avoir à 3, 4 heures, 2 heures, je sais pas, une information qui permettra, je sors avec le tracteur ou je sors pas. Mais il ne faut pas demander l'impossible. Donc ça c'est pour les pluies. Et pour le gel, je l'ai dit tout à l'heure, quand dans une parcelle il fait 3 degrés de moins que dans l'autre, simplement parce que d'un côté c'est enherbé et que ça a épuisé l'eau du sol, eh bien ça on ne peut pas demander aux météos de nous le dire. C'est vrai que y a une grosse attente de la profession, de la profession agricole en général, sur la vision à long terme de ce qu'on pourra faire comme culture dans les différentes zones en France. Donc, une projection climatologique qui permettrait de cartographier l'évolution des capacités de produire telle production ou telle autre dans telle zone de notre territoire avec une échelle de temps. Alors, ça existe peut-être, je sais pas, mais c'est quelque chose qui, si ça existe, n'est pas suffisamment diffusé et qui est une vraie interrogation et qui permettrait, si elle était diffusée et vraiment accessible de façon très visuelle, de faire prendre conscience. Parce que je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, la prise de conscience, elle n'y est pas encore. Les gens n'ont pas vraiment conscience. Au niveau du crédit agricole, on avait mis en place assez récemment, mais ça stagne un peu, des modèles d'entretien qui étaient faits pour explorer avec les agriculteurs leur modèle de fonctionnement et leur faire prendre conscience de l'impact potentiel des aléas. Alors ça avait été mis en place au moment du lancement de l'assurance climatique pour justement qu'ils regardent, qu'ils voient ce qu'un aléa pouvait avoir comme conséquence économique sur l'exploitation et éventuellement quelles solutions et quelle trajectoire ils pouvaient faire comme projection à 3, 5, 10 ans sur l'exploitation. Et c'est vrai que les gens n'ont pas de vision par rapport à ça parce que leur système de production il est tel qu'il est et ils n'ont pas forcément ni envie ni l'idée que dans leur zone, peut-être que dans 15 ans, telle céréale ne sera plus possible parce que le climat ne le permettra plus. Ça, vraiment, ce serait quelque chose de très structurant si on pouvait l'avoir et surtout que ça soit très diffusé. Et puis après, bon, la prévision de très court terme, moi j'entends le radar, si avec l'IA on pouvait avoir une vision radar à 4 heures pour un viticulteur qui doit faire son traitement, c'est extraordinaire parce que là pour l'instant la vision radar c'est 1 heure. Et encore, c'est pas toujours très fiable, mais globalement c'est pas trop mal à 1 heure. Mais au-delà, c'est compliqué. Et je crois pas qu'il y ait grand monde qui propose d'ailleurs plus qu'1 heure comme site, comme vision radar, de façon fiable. Voilà. Ça dépend ce que vous appelez fiable, c'est le problème. Ben, fiable, c'est... prévision fiable. Est-ce que c'est au niveau de Montserrat, à cet endroit-là? C'est certifié. À 5h, à 6h, voilà, il y a plusieurs fiabilités. Il y a Ouais. le problème temporel et il y a... Non, mais la fiabilité, on sait qu'elle diminue avec le temps qui s'écoule.
plus ou moins, mais grosso modo comme ça. Et donc, c'est une plage fiable, c'est une certitude à 95%, on va dire, je sais pas. Enfin là, c'est voilà, ça, la prévision très courte et la vision très très long terme. Ça, c'est vraiment deux éléments très importants. Nathalie, un petit mot, ensuite on fait un petit dernier tour de table et on s'en tiendra là. Oui, alors, je dois répondre à mon collègue viticulteur. C'est vrai que c'est aujourd'hui, ces questions-là sont très importantes parce que la pression est de plus en plus forte, quoi. On le sait, par rapport à la vie, avant on avait des moyens qui nous permettaient d'être tranquilles pendant 15 jours. Ça. Et après, je voudrais rebondir sur ce que disait Patrice. C'est vraiment le besoin qu'on a et qu'on pourrait attendre de vous, c'est ça. Ce que je redis, je l'ai dit à mon introduction, mais je le répète, d'avoir quelque chose de pertinent et d'accessible à tous pour faire comprendre ce qui va arriver et pour pouvoir se préparer, que les exploitations aujourd'hui, bon, tout le monde est conscient de ça. On passe d'une monoculture à de la polyculture, parce que c'est quand même plus sécurisant aussi. Et tout ça, il faut aider, il faut que tous on puisse avoir ces informations pour qu'on avance tous et s'adapter, essayer de s'adapter au mieux. Ne pas laisser croire aussi que une plantée d'olivier chez nous, que ce soit quelque chose de pertinent aussi, parce qu'on n'aura pas forcément un climat méditerranéen ici. Donc tout ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a besoin d'entendre de votre part, vous professionnels. Et moi, je souhaiterais bien que quelqu'un vienne nous voir chez nous, qui nous explique tout ça, ou faire quelque chose peut-être plus une grande salle où on a tous les agriculteurs de Trigara. Ouais, j'aimerais bien que vous venez chez moi, ça serait top. Merci. Audrey Finarelli, un mot, et après Eric Carrasco. Je partage la conclusion. Je pense que, enfin, bon, le monde agricole est quand même pas figé. Enfin, en tout cas, nous, nos producteurs, ils sont favorables au changement, aux solutions. Après, il y a quand même le gros frein de l'investissement. Donc, dans les éléments qui sont partagés, je sais pas si vous êtes en lien avec les instances politiques, mais quand même l'importance autour des investissements pour du stockage de l'eau. Je me répète, mais ça va être clé quand même dans les années à venir, dans les équipements aussi. Il y a quand même beaucoup d'équipements à déployer. Moi, je crois que j'avais fait la conclusion dès le départ. C'est ce que j'allais vous dire. Mais en fait, c'est vraiment ce que je pense, quoi. Il faut continuer à être résilient. Si l'humain il s'adapte avec plus qu'à 4 degrés, pourquoi les arbres, les plantes s'adapteraient pas? Il faut d'ores et déjà commencer à faire des actions concrètes sur nos fermes et à réfléchir pour le long terme à ce qu'on peut mettre en place. Mais voilà, faut agir et combattre. Il y aura le moyen de le faire. Oui, il y aura le moyen de le faire. 42% des exploitations sont dans le rouge aujourd'hui, donc c'est grave. Ils sont 65% Juste, je profite juste que le micro passe pour une demande un peu particulière. Je fais un clin d'œil à Jean-François. Il en a parlé tout à l'heure. Si jamais avec l'IA vous arriviez à résoudre enfin le fameux débat sur les calenpars à grêle, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'on est en permanence sollicité par les partisans, les opposants et donc voilà, ça c'est une demande perso. On fera une table ronde spéciale sur le sujet, on aura 2 pour 2 contre. On laisse se battre. Audrey, vous allez retrouver très rapidement, je suis d'accord qu'il y a un enjeu de diversification, à travailler peut-être des cultures qui seront à terme mieux adaptées à notre changement climatique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de discours aujourd'hui autour de ça et j'aimerais dire que de notre point de vue, en tout cas, à terme, c'est quand même une solution, ça sera une contrainte plus qu'une solution. Parce que derrière ce que ça va engager au niveau de la réorganisation des filières et surtout des cultures aussi où il faut mesurer l'offre et la demande, on peut demain vouloir travailler des cultures qui sont adaptées à notre changement climatique mais pour laquelle il n'y a aucune demande du consommateur. Donc voilà, nous on est vraiment vigilants par rapport à ça et aux incidences économiques que ça pourra avoir. Merci d'être resté jusque-là. J'ai écrit ce discours, d'habitude je fais des PowerPoint, là j'ai essayé de l'écrire. Chère adhérente, chers adhérents de la CMG, chers amis et amis du Conseil, non pas scientifique mais supérieur de Météo France, mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence aujourd'hui à Agen, plus précisément la commune de Boë, pour cette rencontre nationale d'agrométéo. Je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'avez offerte de conclure cette journée pour imaginer avec vous ce que pourrait devenir l'agrométéo des années à venir. On m'a dit, arrête de parler du passé, parle de l'avenir. Mais je vais en parler quand même du passé. Tout d'abord, j'ai envie de revenir sur ce que j'ai appris aujourd'hui. Moi, Théo Tournier,
il m'offre des perspectives géniales pour moins utiliser ou mieux utiliser nos neurones. Il m'a donné quelques idées motivantes. La question est que l'IA est pour moi capable de reproduire ce qui a déjà existé, quid des extrêmes à venir. Alors c'est vrai qu'on pourrait lui faire découvrir ce qui se passe en Espagne, c'est ce qu'on fait à la CMG, aller travailler avec les Espagnols, c'est aller voir comment ça se passe là-bas pour que se dire dans 5-10 ans, ça va se passer comme ça ici. L'intérêt d'une journée comme celle-ci est de sortir quelques heures de nos silos et de découvrir d'autres choses qui pourraient éclairer nos impasses. J'ai eu ensuite le trac d'imaginer un futur aussi chaud qui va faire disparaître sous l'eau des milliers de pixels de notre belle France. Ça, on n'en parle pas, mais pour moi, c'est ce qui me fait le plus peur pour l'avenir. C'est la montée des eaux, c'est le Groenland que certains veulent acquérir et la glace qui va partir. Ensuite, j'aimerais revenir au travers de mon expérience vécue quand même à la CMG, ce qu'est l'agrométéo tel que nous la vivons tous les jours. J'ai personnellement découvert la CMG en 1977. C'était l'époque de la lutte anti-grêle par avion. J'y suis revenu après la fin de mes études en 81 pour participer à l'étude sur les orages et la grêle en Lot-et-Garonne, où à partir d'un radar de Météo France installé au nord-est du Gers, nous avons pu observer le cœur des précipitations de plus d'une centaine d'orages en 4 étés. Nous avons eu la preuve que la théorie de l'ensemencement à l'iodure d'argent ne pouvait pas fonctionner. Mais à l'époque, il a été très difficile de publier et faire connaître nos travaux, y compris à l'OME. Cela a été la seule fois où on m'a traité de pataphysicien en France. Alors qu'au Canada, aux USA, en Afrique du Sud, des collègues confirmaient nos hypothèses, comme que la trajectoire des orages est multifactorielle, mais fortement déterminée par les lieux d'apparition des nouvelles cellules phi dans le flux d'alimentation de l'orage principal. Et donc, si Météo France, vous travaillez sur les données radar, sur ce que Patrice Gentier vous demande à 4-5 heures, demandez un peu, on est prêt à vous aider et à réfléchir avec vous. À l'époque, c'était René Thom, un mathématicien sur les étranges impacteurs, qui m'avait le plus aidé là-dessus et qu'un physicien de Clermont-Ferrand n'avait rien compris. En 85, j'ai décidé de venir travailler à Agen à la CMG que vous a donc présenté Agathe. J'y rencontrais le président Marc Leroy, plein d'autres agriculteurs avec qui les problèmes étaient quasi quotidiens et l'envie de comprendre et d'améliorer leurs pratiques très forte. Je suis devenu alors agrométéorologue ou agroclimatologue, suivant les jours, sans vraiment avoir appris ce métier. Ayant précédemment travaillé avec Jean-Pierre Chalon de Météo France, celui-ci m'avait conseillé de travailler sur le pilotage de l'irrigation, ce que la CMG avait déjà démarré avec la coopérative Copalma. De plus, je suis venu ici aussi pour vérifier ce qu'on m'avait dit au Canada était vrai, à savoir la Terre allait se réchauffer de 1 degré. Et ça, on me l'avait dit en 1980. Et quand je vois, je suis fils d'agriculteur, que 99% des collègues de Madame Roussy veulent pas voir cela, je suis malheureux. Il y a eu, heureusement, à ce moment-là, des personnes comme Charles Rioux, Bernard Itier, Denis Payen, qui travaillaient dans une commission nationale d'agrométéo où on a tout appris, où on nous invitait à des colloques, un peu comme aujourd'hui. Et on a pu rencontrer d'autres associations, des instituts, c'était l'IFTS, la GPM, le CETIOM, le CEMAGREF, les chambres d'agriculture. Notre premier dilemme à la CMG a été de concilier l'approche théorique, et on en a entendu parler aujourd'hui, du pilotage de l'irrigation, qui s'appuie donc sur une formule théorique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et ce fameux ETP, ou ET0, et la mesure in situ des consommations dans le sol. N'ayant pas fait, même si je suis fils agriculteur, les études d'agro ou de météo dans des lieux où les profs m'auraient inculqué l'ETP, le bilan hydrique théorique, je suis arrivé par la mesure, dans un labo de mesure à l'ONERA, et donc ma première chose à faire, c'est de mesurer l'état hydrique. Ce n'était pas de croire que le bilan hydrique était capable de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience la première année sur 100 agriculteurs suivis,
il y en avait un tiers qui correspondait au bilan, un tiers qui avait trop arrosé, un tiers pas assez. Ça faisait 2 tiers des agriculteurs qui m'engueulaient. Donc je cherchais plutôt une solution qui était meilleure. Et à ce moment-là, j'ai pu convaincre le bureau de la CMG, surtout les plus de 500 agriculteurs que nous suivions dans les années 90, de faire confiance à la mesure directe de l'état hydrique du sol au niveau de l'échangeur racinaire. Nous avons gardé la méthode de l'ETP pour anticiper les besoins d'une culture dans un contexte donné, mais le pilotage se fait depuis plus de 20 ans avec les relevés toutes les 12 minutes de capteurs capacitifs installés dans des lieux représentatifs des parcelles. Le succès de notre filiale Agralis, créée en 2003, autour de la sonde capacitive Syntec, au moment où l'État nous supprimait les subventions, est là pour l'illustrer. Pour la grêle, un phénomène rare, où seulement dans l'étude que nous avons fait, 8% des cellules orageuses produisent de la grêle entre mai et septembre. Il est facile de dire que je vous protège de 92%. Nous préconisons depuis le milieu des années 90 le filet paragrêle, mais seules des cultures ayant un bon revenu comme la pomme et les kiwis peuvent le financer. Nous affirmons, pour l'avoir mesuré et constaté, que les canons paragrêle n'ont aucun effet physique sur une chute de grêle, alors que les noyaux de congélation peuvent accroître les précipitations de neige et les noyaux de condensation le rendement depuis des systèmes convectifs. Vous comprenez pourquoi ce que dit Léo ce matin m'intéresse. Pour le gel, notre expertise est reconnue, et cela est dû à nos nombreux adhérents producteurs de kiwi, qui est une plante précoce et très sensible, qui s'est installée ici dans le milieu des années 70. Nous avons appliqué les principes de nos anciens en privilégiant la lutte par aspersion, là où la ressource en eau le permet, et pour des cultures qui ne risquent pas l'asphyxie. Je rappelle que la culture des pêchers a disparu de la vallée de Garonne après des gelées tardives, suivies d'étés pluvieux durant les années 70. Agathe vous a présenté ce matin, je dis bien, notre découverte, parce que personne d'autre nous l'a expliqué, récente sur l'effet positif d'un sol humide proche de la capacité au champ, qui permet de gagner environ 2 degrés au ras du sol. Et là, je vous rejoins par rapport à l'enherbement. Moi, j'ai été formé par les pieds noirs qui passaient les disques partout dans les vergers et dans les vignes. Et puis, progressivement, j'ai eu des adhérents qui mettaient de l'herbe, et puis les adhérents bio qui en mettaient un peu plus. Et aujourd'hui, on a des adhérents qui, depuis 20 ans, mettent de l'herbe dans la vigne. Par contre, en 2017, enfin, en 2020, 2021, ils ont gelé. Et ils ont gelé parce que cette herbe, pour moi, qui est positive pour le chaud, comme vous l'avez dit, qui est positive pour la pluie, pour la matière organique, augmente le risque gel. Et donc, plutôt que de dire on va enlever l'herbe, c'est quelle est la solution pour préserver cette herbe. Et pour nous, c'est l'eau. C'est surveiller cet état hydrique des sols durant cette période-là et être capable de rajouter de l'eau. Donc quand vous dites il faut qu'on choisisse peut-être des nouveaux lieux, il faudra avoir des lieux où on pourra avoir accès au printemps à de l'eau de manière à réduire le risque gel. Je ne dis pas de lutter contre le gel, je dis de limiter son risque. Et donc demain, vers où, comment? Je viens déjà de commencer un peu. C'est tout d'abord l'assistance aux décisions pour les travaux de saison. Je pense au traitement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est bien sûr la qualité et la précision des modèles de prévision qui est en jeu, avec la recherche d'une sécurité sur leurs sources, si des conflits venaient à éclater. Donc, Météo France, continuez à travailler, restons indépendants là-dessus. J'utilise depuis toujours, depuis que j'ai été au Canada, les modèles américains, mais je sais qu'avec Trump, à un moment ou un autre, il faut avoir d'autres solutions européennes au moins. Il faut avoir accès à des stations de mesure calibrées. Ça doit s'amplifier pour permettre de faire fonctionner des modèles de maladie ou de développement agronomique. Moi, je n'ai pas encore la réponse, et je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, sur les stations virtuelles générées par l'IA. Mais connaissant la variabilité naturelle des pluies convectives, je doute que ce soit suffisamment précis. Ou alors il faudrait récupérer nos 100 orages de l'époque ou refaire le même type d'études. Parce qu'à l'époque, le radar, on regardait en altitude, on ne regardait pas juste dans les basses couches. Donc on avait un suivi de la zone de début de la précipitation.
À court terme, l'interprétation des données satellites et radars doit être mieux enseignée dans les filières de formation pour rendre les jeunes agriculteurs et leurs techniciens plus responsables de leurs choix. C'est ce que nous tentons de faire lors de nos formations et conférences. Pour le pilotage de l'irrigation, je pense que les agriculteurs doivent avoir à leur disposition des moyens plus précis d'apport d'eau. C'est-à-dire le tuyau d'arrosage, ce n'est pas suffisant. En culture pérenne, et contrairement à ce que nous disions il y a 25 ans, nous privilégions l'aspersion sur ou sous fondaison, au goutte à goutte, car des racines se développent sur l'ensemble de la parcelle dès la fin de l'hiver et du printemps, et surtout il devient possible de mieux maîtriser le gel et les canicules. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Une fois que ces agriculteurs auront ces systèmes d'apport installés, il faudra qu'ils acceptent de laisser un système automatique changer la dose d'apport en fonction des consommations réelles et de la prévision du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On met tant d'heures par jour et puis on fait avec, même s'il vient à pleuvoir. Des outils donc de mesure de l'humidité du sol et de l'état de confort hydrique, par exemple via des drones équipés de caméras thermiques, sont déjà à votre disposition. Ils intégreront forcément la prévision des pluies et de l'ETP afin d'anticiper au mieux l'usage d'une ressource en eau qui va devoir s'adapter aux besoins croissants dus au réchauffement climatique. Et vous le savez, je travaille dans cette question-là avec le cluster eau et climat, avec d'autres pour faire prendre conscience que l'eau et le végétal est le meilleur moyen pour nous adapter au réchauffement climatique. Je fais le pari que l'IA facilitera cette prise de décision à condition que l'on n'oppose pas tout sur le bilan hydrique théorique, même si vous faites un meilleur ETP, car ce serait alors un fiasco pour les 2/3 des usagers. Parce que ce que j'ai vérifié sur 100, je suis sûr que ça se reproduira. Pourquoi ? Parce que le sol est beaucoup plus hétérogène que ce qu'est un modèle. Il y a des lieux où l'eau s'infiltre, l'eau qui stagne, il y a une non-consommation dès qu'on est au-dessus de la capacité au champ. On peut penser être dans une situation où ça consomme, alors que pendant 2 jours, une plante qui a ses racines dans un sol saturé ne va pas fonctionner, alors qu'il fait beau temps et tout. La mesure restera indispensable, et je crois davantage à la mesure au lieu d'échange entre le sol et la plante, avec donc éventuellement en complément un moyen de télédétection afin de suivre des surfaces plus importantes et forcément hétérogènes. Pour la grêle et les tornades, les outils de prévision à quelques jours et de prédiction en moins d'1 heure existent déjà. Il y a selon nous que le filet pare-grêle, capable de protéger nos récoltes. L'agrométéo, les services de recherche n'ont jamais eu les moyens financiers suffisants pour tester à grande échelle les systèmes commerciaux supposés capables de réduire ce risque. J'ai plusieurs fois participé avec l'OMM à des projets internationaux qui visaient à donner une réponse définitive sur telle ou telle solution de lutte. Première fois, c'était au Canada, ensuite c'était en Suisse, ensuite c'était en Espagne, ça a été en Afrique du Sud, en Inde, en Autriche, en Chine, en Russie. Aux États-Unis, je n'y ai pas été, au Mexique non plus. La variabilité naturelle de la grêle et sa rareté nous ont empêchés de conclure. J'imagine que lorsque nous serons capables de bien modéliser le fonctionnement d'une cellule orageuse avec ses interactions avec les flux venant du sol et de l'atmosphère, ce travail pourra reprendre. Ce que j'ai entendu ce matin donne une piste à cette réflexion. C'est par la formation des jeunes agriculteurs et des conseillers que l'on pourrait certainement arriver à les informer des limites de ce que certains leur proposent lorsqu'ils sont à bout, sans autre alternative, parce qu'ils viennent par exemple de grêler 3 années de suite sur l'exploitation. Et là, je me souviens de Ruben Gabriel, un célèbre statisticien israélien puis américain des années 80-90, qui me disait que lorsqu'un phénomène rare, donc un phénomène comme la grêle, comme le gel, qui se produit 3 fois à la suite, les chances pour qu'il se produise une 4e fois dans ce même lieu sont négligeables. Or, c'est en général, à ce moment-là, que se prend la décision vers une solution qui n'est pas une, mais qui semble le devenir, mais juste par chance, et non pas parce qu'elle est véritablement efficace. C'est un peu la même chose pour le gel, où des solutions miracles sont régulièrement proposées. Je confirme que la plupart fonctionnent quand ils ne gèlent pas.
On parle d'ailleurs moins d'elle depuis les fortes gelées inférieures à moins de 4 degrés de 2020 et 2021. Même si le gel de printemps est aussi un phénomène météorologique rare sous nos latitudes, je suis plus confiant dans les progrès de l'agrométéorologie pour réduire les dégâts lors des prochaines descentes froides de fin mars et avril, qui, si Ruben Gabriel a raison, ne devaient pas se reproduire d'ici une quinzaine d'années. Dommage pour Angèle. Pour cela, il serait opportun de mettre en commun toutes les compétences et mettre en place un plan de préservation des productions sensibles au gel avant le prochain événement, en lien avec les assureurs. L'humain a cette faculté de réagir après coup, puis d'oublier au fur et à mesure que le temps passe. Restez donc vigilants, aidez-nous à faire comprendre la solution du suivi et du contrôle de l'état hydrique des sols, de vignes et de vergers. Gagner 2 degrés devrait apporter beaucoup, comme le démontre la quasi-absence de gel lors de printemps pluvieux. De plus, ces systèmes d'apport par aspersion sous frondaison seront de plus en plus utiles pour réduire en été l'impact des canicules en produisant de l'eau verte et ainsi atténuant l'amplitude journalière de quelques degrés. Cela m'amène à vous proposer d'autres pistes d'adaptation où la mesure est indispensable pour raisonner et valider les solutions. Depuis plus de 70 ans, une agroclimatologie de la partie aérienne des végétaux s'est développée, car c'est ce que l'on voit en premier. La partie souterraine des plantes est, j'en suis sûr, tout aussi importante à surveiller et à comprendre. Certes moins visible, sauf comme lorsque le vent arrache un arbre ou que l'on fait des profils racinaires. Je propose que l'on continue à équiper les changeurs plantes-sol de capteurs de température et d'humidité qui, en complément des mesures aériennes, permettront de calculer et modéliser les transferts de chaleur et de masse d'eau afin de les relier avec les besoins des plantes et les phénomènes convectifs et de rayonnement. Ceci devrait aider à mieux comprendre et donc à anticiper le démarrage de la végétation, à lutter semi-passivement contre le gel, à mieux piloter l'irrigation et la fertilisation, à s'adapter aux canicules pour en comprendre les mécanismes, à certainement faire le lien avec la vie des milliards de microbes, de bactéries et de champignons à la base des transferts minéraux du sol vers les plantes. Avec les sondes de capacité Syntec, nous avons déjà une base de données disponible depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous avez certainement les outils numériques et les compétences pour les analyser afin que très vite il soit possible d'améliorer les outils d'aide à la décision des agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers et vignerons. Cela devrait aider à prévenir des phénomènes telluriques comme certaines maladies dont l'origine pourrait être expliquée par ce qu'il se passe dans le sol. Je souhaiterais que les prochaines rencontres nationales d'agrométéo soient à même d'apporter un éclairage sur ces différentes questions et j'espère que la CMG pourra y contribuer. En attendant, c'est le moment d'adhérer à la CMG pour nous aider à construire les projets de demain. Nous serions évidemment ravis de pouvoir apporter notre expérience à des projets nationaux avec nos partenaires du CSM, que nous remercions pour leur confiance. Je dois aussi remercier tous les membres du Conseil supérieur de Météo France, particulièrement Magali Bergot, Agathe Olive Gago, Mathieu Rogenbeau, François Brun, Sébastien Gerbois, Olivier Dedon, et il y en a d'autres, pour l'organisation de cette journée. Cette journée a été possible grâce à nos sponsors, que je remercie vraiment sincèrement. Je me dois de les citer à nouveau. Digit, AG Via Lacta, le Crédit Agricole d'Aquitaine, Groupama, avec bien sûr le soutien de Météo France, de la CMG, d'Arvalis et de Terrinovia. Lacta, je l'ai déjà cité. Pour nous, la CMG, nos principaux soutiens financiers sont le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, que je remercie, et la région Nouvelle-Aquitaine qui nous aide sur des projets comme le gel ou l'hydraulique. L'Europe, via les projets Interreg Sud-Ouest, nous permet de travailler sur des solutions d'adaptation au réchauffement climatique dont les résultats seront présentés certainement fin 2027. À mon tour de vous remercier, Jean-François Berthoumieux, bien sûr, directeur de la CMG. Merci évidemment à toutes et tous d'être venus aujourd'hui à ces rencontres nationales agro-météo, le numérique pour répondre aux aléas et aux changements climatiques. Merci d'avoir été avec nous et donc, si j'ai bien compris, à dans 5 ans.